1973 – Portrait du général de Gaulle selon Georges Pompidou. Du général de Gaulle avant 1940, je ne connais rien, sauf ses écrits. Une seule phrase, révélatrice, qu'il m'a dite un jour : « Si je n'avais pas fait l'armée, j'aurais fait de la politique, cela a du ragoût. » De 1940 à 1944, je ne connais que ses appels, ses actes publics et ses mémoires. Mais je pense pouvoir dire que de 1944, et en tout cas de 1948, à sa mort, nul, sa famille mise à part, ne l'a au total approché autant que moi, n'a connu sa pensée mieux que moi, n'a pu observer l'homme en tant qu'individu et en tant qu'homme d'État autant que moi. Peut-être même, puis-je dire sans forfanterie, que nul n'a eu sa confiance plus que moi, puisque, jusqu'au bout, il m'a fait dépositaire privilégié de ses dernières volontés. Ce ne sont pas quelques propos un peu irrités, bien à tort, postérieurs à avril 1969, et rapportés complaisamment, qui peuvent effacer cette preuve de confiance, non plus que tant d'autres que je pourrais citer et que résume la dédicace de la photo qu'il me remit en juin 1954, à un des moments les plus noirs de son combat pour la France. À Georges Pompidou, mon collaborateur depuis 10 ans, mon compagnon, mon ami pour toujours. Je n'en ressens que davantage la difficulté de donner de cette personnalité exceptionnelle une image digne et fidèle. Au départ, comment ne pas évoquer Corneille ? Et comme il voit en nous des âmes peu communes, hors de l'ordre commun, il nous fait des fortunes. Les circonstances ont joué en effet. Si de Gaulle n'avait pas été secrétaire d'État du gouvernement Paul Reynaud, à plus forte raison si le malheur avait voulu qu'il fût tué ou fait prisonnier sur la Somme, il n'aurait pas pu être l'homme du 18 juin. Mais le destin ne se trompe pas. De Gaulle était né pour les grandes aventures. Lorsqu'il eut terminé le premier tome de ses Mémoires de guerre, il nous le remit à Malraux et à moi pour que nous le lisions. Puis il nous convoqua ensemble et nous demanda si cela valait la peine d'être publié. Je laissai à Malraux le soin de répondre. Puis j'osai une remarque. Il me semble, dis-je, que dans le récit du départ pour Londres et de l'appel, on ne sent pas assez le moment où le général de Gaulle est devenu l'homme du 18 juin. Le récit rapporte les faits, mais à quel moment s'est fait en vous, mon général, le changement ? À quel moment avez-vous senti que, désormais, vous incarniez la France ? Le général me répondit : « Pour vous dire la vérité, depuis toujours. » Parole où certains verront la preuve d'un immense orgueil, mais où je vois le signe de la prédestination. Dans les rapports individuels, de Gaulle passait pour difficile. Il n'était bruit que des savons passés aux aides de camp, comme ministre. Avec moi, il fut toujours d'une courtoisie parfaite. Au départ, 1944 à 47, je le voyais peu. Par la suite, je le vis constamment. Trouvait-il que je travaillais bien ? Sentait-il que je ne suis pas homme à accepter de qui que ce soit des réflexions désobligeantes ? Je ne sais. En tout cas, en 20 ans de collaboration étroite, il ne se mit pas une seule fois en colère à mon égard en ma présence. Son attitude changea néanmoins quand je devins Premier ministre. Jusqu'alors, je m'identifiais à lui et il me parlait avec une entière liberté. À partir de ce moment-là, j'existais par moi-même. D'où une certaine réserve, avec l'art de mentir pour savoir le vrai, de tenter pour voir les réactions, de dissimuler certaines arrière-pensées. Malgré tout, et jusqu'en juin 1968, nos rapports furent extrêmement confiants. Je savais qu'il m'estimait, il savait que je lui étais tout dévoué. La seule crise fut celle de l'exécution projetée du général Jouhaud. À la suite de la condamnation de Salan à une peine de prison, je trouvai le général des mauvais jours, le teint gris, l'œil féroce. Sa proie lui échappait. Il lui fallait une victime de substitution.
Le garde des Sceaux s'époumonait à inventer des arguments juridiques que je ne discutais pas et même qui m'aidaient, mais qui ne pesaient pas lourd. Finalement, le général me garda seul et me dit « Je vais faire exécuter Jouhaud. » Mon général, je ne puis m'y associer et je ne signerai pas le décret. Dans ce cas, il faudra me remettre votre démission. Bien, mon général. Notre dialogue s'arrêta là. Mais, à la stupeur du général devant ma réponse, je compris que j'avais gagné. Il devait me dire plus tard « Entre deux inconvénients, votre démission et la grâce de Jouhaud, j'ai choisi le moindre. » Sur le moment, il m'en a peut-être voulu. Je pense que je n'ai pas nui à sa mémoire ni à la situation politique du moment. Des innombrables conversations que j'ai eues, je retiens ceci. D'abord sur les hommes, une extraordinaire sévérité, un mépris peut-être encore plus affiché que réel. Il est frappant de voir que dans ses mémoires, il se montre au contraire excessivement indulgent. En réalité, c'est une réaction d'orgueil. Il n'a pu se tromper, donc les gens qu'il a utilisés avaient des mérites. Ainsi, l'éloge qu'il fait d'Edgar Faure à l'éducation nationale, alors qu'il m'en avait dit pique-pendre en janvier 1969, et sa ferme intention de s'en débarrasser. Avait-il du cœur ? À coup sûr, beaucoup d'égards et d'affection pour Madame de Gaulle. Vis-à-vis de ses enfants et petits-enfants, beaucoup d'affection aussi et même de faiblesse. Tout ce qu'on sait de ses rapports avec la petite Anne renforce cette opinion. J'ai noté encore une grande fidélité aux amis de jeunesse, qui ne le méritaient pas toujours, et le sentiment que je comprends et que j'ai, dans ma propre vie partagée, qu'on ne doit jamais oublier les services rendus, même si leurs auteurs vous ont par la suite abandonné ou déçu. C'était le cas du général vis-à-vis de Paul Reynaud, par exemple. Enfin, je noterai un intérêt naturel pour les problèmes des entourages, quels qu'ils soient, voisins de Colombet ou membres de son cabinet. Tout cela à l'actif. Au passif, sans aucun doute, la conviction que les hommes ne sont mus que par l'intérêt, et qu'il faut se garder de s'attacher à eux dès qu'ils ne vous sont pas indissolublement liés. La conviction aussi que la loi de l'homme d'État est la dureté. « Soyez dur, Pompidou », me fut dit à maintes reprises. D'où cette impression d'homme dénué de sensibilité qu'il a donnée à beaucoup. Sa conduite à l'égard de ma femme, lors de l'affaire Markovitch, va, hélas, dans le sens de cette interprétation que je corrigerai en disant qu'avec l'âge, l'égocentrisme était devenu si fort qu'il étouffait toute manifestation sentimentale. Devant l'événement, je n'ai certes pas connu d'homme aussi exceptionnel. Il se trompait bien sûr parfois, mais sa faculté de prévision, de vue sur l'avenir, était vraiment géniale. Et sa réaction à l'événement lui-même, plus remarquable peut-être encore. Il a montré au maximum ses capacités dans la politique étrangère. Et s'il a quelquefois fait des fautes, c'est dans la mesure où, instruit à l'école d'une diplomatie fondée sur l'éclat, mais aussi sur le secret, il a été parfois trompé par l'indiscrétion calculée des autres, comme on le vit lors de ce que l'on a appelé l'affaire Soham, où il fut victime d'une perfidie britannique, dont plus que personne il était pourtant disposé à se méfier. Mais voilà, il avait surtout fréquenté Churchill, ce grand homme, ou Eden et Macmillan, ces gentlemen. Il ne pouvait comprendre un Harold Wilson, politicien sournois et retors. Quand je revois sa vie politique, je me dis qu'il a réussi dans les grandes circonstances et dans ses rapports avec les êtres exceptionnels, Roosevelt mis à part. Il a manqué le but chaque fois qu'il a eu affaire à l'hostilité des médiocres. Les socialistes en 1945-46, les radicaux ensuite, les sénateurs et les conseillers généraux en avril 1969. Alors il se trouvait dépourvu des armes appropriées et usant du marteau-pilon pour écraser des mouches, il finissait enchaîné comme Gulliver. Grande question enfin, que pensait-il de la vie? Croyait-il en Dieu? Vivre pour lui, c'était sans aucun doute faire l'histoire. Il croyait à la postérité. Il voulait nourrir le mythe qu'il lui laisserait. Mais l'au-delà. Claude Guy, son aide de camp, longtemps intime, m'a dit avec fureur, au moment de sa disgrâce,
cet homme ne croit pas en Dieu. Tout dans son comportement religieux disait le contraire. Rien dans son comportement quotidien ne permet de dire qu'il ait jamais agi par pur intérêt personnel. Grand homme au suprême degré, un des plus grands de l'histoire de France et de l'histoire tout court, grand par son intelligence, son caractère, la passion nationale qui l'habitait, la hauteur et la promptitude de ses réactions, en toutes circonstances ou presque. Grand pour avoir remis la France à un rang sans commune mesure avec les capacités et les moyens de notre pays, que ce soit pendant la guerre, à la Libération ou dans les années 1958 à 1968. Il ne peut être comparé à un Louis XIV ou à un Napoléon s'appuyant sur le pays le plus riche, le plus peuplé, le mieux armé d'Europe. En un sens, la comparaison faite ironiquement par Roosevelt avec Jeanne d'Arc n'est pas absurde. Dans les deux cas, un être, au départ dépourvu de tout pouvoir, a permis la résurrection de la France en s'appuyant essentiellement et même presque uniquement sur les forces morales et la prescience de l'avenir. Je ne saurais terminer ces quelques réflexions sans évoquer l'influence que le général de Gaulle a exercée sur moi. Intellectuellement, il m'a révélé à moi-même. De juin 1940 à 1968, j'ai presque toujours et de moi-même réagi et raisonné comme lui. C'est tellement vrai que, comme Premier ministre, j'ai souvent pris des positions sur tous les sujets avant même de le consulter, tant j'étais sûr de notre identité de pensée. Mais il m'a donné ce que je n'avais pas, le goût de l'action. Il m'a révélé à moi-même mes propres possibilités. Il m'a appris à élever systématiquement le débat, et surtout à ne pas céder à la facilité. Certes, mes méthodes sont différentes des siennes, moins abruptes et moins grandioses, mais j'ai conscience de n'avoir jamais failli et d'avoir tout donné de moi à mon pays. Voilà, je crois, la leçon que j'ai reçue du général de Gaulle et qui fait qu'en définitive, je lui dois tout.